Bonsoir et bienvenue pour ce numéro spécial de votre magazine 90 minutes enquête. Aujourd'hui, je vous propose une série de 4 épisodes consacrés aux gendarmes. Un document exceptionnel en immersion totale au cœur d'une brigade de choc. Mettez-moi sur la tête, mettez-moi sur la tête. Derrière ce monsieur, arrêtez-vous. Tu bouges pas. Attendez, ça suffit. Punaise, vous allez nous laisser travailler, oui ou non? Ça suffit. Ça date de quand ça? Je regarde des hématomes partout, des traces de cigarettes, brûlures de cigarettes là. Pendant des mois, nous avons posé nos caméras à Autun, en Bourgogne. Nous avons pu partager en exclusivité l'émission de ces gendarmes, de leurs interventions les plus périlleuses aux enquêtes les plus spectaculaires. Dans les 2 épisodes de ce soir, vous allez ainsi découvrir Maxime, un ancien soldat, gendarme depuis 2 ans, qui va se lancer à la poursuite de délinquants plutôt coriaces. Arrête-toi. Arrête-toi. C'est l'aventure, on sait jamais à quoi s'attendre, puis on est utile, on se sent utile. Arrête-toi, fais pas le tour, tu vas te casser la gueule. Nous avons également suivi Aurélie, la patronne de la brigade. Elle sera en première ligne pour organiser d'imposantes recherches afin de retrouver une personne disparue dont la vie est en danger. Oh, ça m'étonnerait qu'elle soit venue par là. On veut éviter que la disparition inquiétante se transforme en découverte de cadavres. Enfin, nous suivrons Jessica, une jeune mère de famille qui n'a pas sa langue dans sa poche. Souvent la première sur place, elle devra faire face à de multiples accidents de la route, tous plus spectaculaires les uns que les autres. Priorité au secours, donc les pompiers sont pas là. On sort de la voiture et on fonce voir ce qu'on peut faire. Vous étiez toute seule dans la voiture? J'aimerais tellement pouvoir faire plus pour lui venir en aide, mais j'en ai pas les moyens. Positif à l'alcool, là. Ça me met en colère parce que là, on était sur une petite route et ce monsieur a eu de la chance de ne pas percuter une voiture en face. Gendarmes en première ligne, immersion totale au cœur d'une brigade de choc. C'est parti pour 2 épisodes exceptionnels signés Philippe Herpin. 22h30, dans le centre-ville d'Autun. L'heure des fins de repas bien arrosés, l'heure des gendarmes aussi, qui procèdent à des contrôles d'alcoolémie. Et les hommes de la brigade connaissent les rues à risque. En particulier, Maxime, un ancien soldat de l'armée de terre qui a rejoint la gendarmerie il y a 2 ans. Un grand gaillard qui n'a pas son pareil pour repérer les chauffards. J'aime bien cette rue parce qu'en plus, dans tous les cas, là on a de la place, on peut travailler en sécurité. Donc tout ce qui est du centre-ville et tout ce qui descend du quartier cathédrale sont obligés de passer par là. Un gendarme doit être là où on ne s'y attend pas. Comme disait un certain comique. On demandait un souffle long et continue jusqu'au bip. J'ai dit encore, c'est bon. Mais alors que Maxime et ses collègues commencent les contrôles, une voiture freine subitement à la vue des gendarmes. Son conducteur fait marche arrière. Allez, on est parti. Pas une seconde à perdre pour Maxime. Fais demi-tour ici. Allez, vas-y, fonce. Le temps de manœuvrer, le fuyard a déjà disparu. Ok, top. Mais la ville est déserte. Maxime a bon espoir de le retrouver rapidement. Tout droit. À droite? Tout droit. À gauche. En quelques secondes, ils rejoignent le fuyard. Arrêtez-vous! Ah, gendarmerie! Derrière ce monsieur, arrêtez-vous! Le conducteur a, semble-t-il, accroché un autre véhicule dans sa fuite. Pourtant, il accélère et grille un stop. Gauche. Il a acheté quelque chose, gauche. Pas le temps de s'arrêter pour voir ce que le fuyard a jeté. Mais en s'approchant de la voiture, Maxime reconnaît le conducteur. C'est le... C'est sûr, 100%. Ok. C'est la pare-choquerie à l'avant, c'est lui. Ouais. Un individu bien connu dans la région pour des faits de violence. C'est lui. Ah, C'est sûr, c'est lui. Pas question de le perdre, Maxime lance un appel à toutes les brigades. Ouais, donc d'Autun, je vous balance la plaque, PY. Aussi pareil. On va essayer de le coincer, mais à mon avis, s'il prend trop de risques, on laisse tomber. De toute façon, on a identifié le conducteur, c'est un bien connu de chez nous. Gendarmerie nationale, derrière ce monsieur, arrêtez-vous! L'homme accélère encore et n'hésite pas à griller un feu rouge. Actuellement, la vitesse est de 110 km/h au lieu de 50 en ville, 110 au lieu de 50, il prend tous les risques.
Pour l'instant, le danger, c'est lui, il prend tous les risques. Il faut arrêter cette personne. Donc j'ai décidé de continuer. Le fuyard grille un deuxième feu. Maxime tente de le ramener à la raison. Hé, on t'a reconnu, arrête tes conneries. Ça sert à rien. Arrête là. T'as été cerné dans tout le département. Arrête-toi. Le conducteur comprend enfin qu'il n'échappera pas aux gendarmes. Tu bouges pas. Tu bouges pas. Mets tes mains sur la tête. C'est bon, plus en place. On ne sait pas ce qu'il a sur lui, on ne sait pas ce qu'il porte, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'habitacle, on ne sait pas s'il est tout seul. Bouge pas. Mets tes mains sur la tête. Mets tes mains sur la tête. Tu mords tout de suite. Mets tes mains sur la tête. Viens là. Viens là. Ah, c'est ça. Tout de suite. Je me rends. Descends. Descends. Je me rends. Descends. Mets-toi au sol. Descends. Mets-toi au sol. Au sol, descends. Tout de suite. Tout de suite. Vu le passé judiciaire de l'individu, connu pour plusieurs faits de violence, les gendarmes ne prennent aucun risque. Bouge pas, ok? C'est bon? Une fois hors d'état de nuire, Maxime commence à l'interroger. Pourquoi tu te casses comme ça? C'est quelque chose à te reprocher? T'as fait demi-tour, tu tapes une bagnole, t'as eu peur? T'as quoi à te reprocher? Quoi, t'as pas de permis, t'as pas d'assurance? Si, j'ai tout, bouffon. Bah pourquoi tu te casses? Le contenu de ses poches est peut-être un premier élément de réponse. Il y a combien? Il y a 500. Plus de 500 € en petites coupures. Peut-être la recette d'une soirée de deal. Il y a peut-être aussi un excès d'alcool. Maxime va le vérifier immédiatement. T'as déjà fait un déficit à l'alcool? Non, T'as jamais fait? Souffle continue sans t'arrêter. Jusqu'au claque. Un peu plus fort. Encore. Stop. L'homme n'est pas alcoolisé. Mais ce n'est pas encore fini pour lui. Vous avez consommé? Ouais, c'est bon. Du coup, oui, non. Oui. Non, je peux consommer. Dans la bouche. Le contrôle aux stupéfiants est positif. Refus d'obtempérer, tentative de fuite, excès de vitesse, non-respect de la signalisation, conduite sous l'emprise de stupéfiants. Le jeune homme est placé en garde à vue. Pour Maxime, mission réussie. Personnellement, c'est la première fois que je fais une telle interpelle et de mon côté de gens-là, je suis assez ravi, je le cache pas. Mais l'affaire ne va pas s'arrêter là. Maxime et ses collègues vont faire d'autres découvertes accablantes pour le jeune homme. Le lendemain matin, c'est une jeune collègue de Maxime qui est la première sur le pont. Pour un rituel immuable à la brigade, hisser les couleurs. Jessica, 28 ans, maman d'une petite fille de 2 ans, est mariée à un gendarme, à son métier dans le sang. Toujours souriante, elle sait se montrer inflexible avec ceux qui enfreignent la loi. Pour elle, servir son pays est une véritable mission. J'adore mon métier. Ça, je vais pas mentir à personne. Moi, j'adore ce que je fais. Je m'épanouis. De venir en aide aux gens, je me sens utile. Je peux réparer les injustices, ou du moins réparer les injustices, essayer de les contrer en présentant les délinquants aux juridictions compétentes. Et ce matin, elle va encore avoir l'occasion de voler au secours des habitants. Jessica vient de recevoir un appel inquiétant, un grave accident de la route avec une femme et son bébé. Selon les témoins, il serait toujours coincé dans la voiture. La collision s'est produite à une dizaine de kilomètres de là. Pour Jessica, maman d'une fillette de 2 ans, c'est une affaire forcément particulière. C'est pas une intervention quelconque, quoi. On peut avoir du blessé, on peut avoir du sang. Il y a quand même un petit facteur stress qui s'installe. Mais pas du stress, pas forcément du stress négatif pour ma part, du stress positif. Parce que je ne perds pas mes moyens, je sais ce que je dois faire. Mais il y a quand même cette petite boule en arrivant sur les lieux. Il n'y avait pas les pompiers? Pas encore. Putain. J'y vais, je me pose pas de questions, j'ai cette réflexion, je me dis bon, je suis le premier sur les lieux, on sort de la voiture et on fonce voir ce qu'on peut faire. Priorité au secours, donc les pompiers sont pas là, c'est à nous d'assurer le rôle en attendant. Vu l'état de la voiture, le choc a été violent. Des automobilistes ont réussi à sortir le bébé. Il semble indemne.
Il était dans le landau, il gazouillait, il n'y avait pas de souci. De ce côté-là, j'étais rassurée. Donc j'ai laissé le bébé avec les personnes autour pour venir en aide à la maman qui était coincée dans le véhicule. On n'a pas pu ouvrir la portière de ce côté-là. On a évité de bouger la tête. Vous étiez toute seule dans la voiture? Avec votre bébé, il n'y avait personne d'autre? Non. Bougez pas la tête. Jessica entretient la conversation pour que la femme ne perde pas connaissance. Vous alliez sur Autun ou vous rentrez sur Château? Bougez pas la tête, les pompiers arrivent. Je me sens démunie. Donc, certes, c'est pas ma mission, mais je ne peux rien faire pour cette pauvre dame qui est coincée dedans, hormis lui tenir la main. Et j'aimerais tellement pouvoir faire plus pour lui venir en aide, mais j'en ai pas les moyens. Heureusement, les pompiers ne tardent pas à arriver. Bonjour. Le bébé, a priori, n'a rien. Il est là, La bébé, elle par contre, n'arrive pas. ouais. Je lui ai demandé de pas bouger. Toujours là. La priorité pour les secours, vérifier l'état de la colonne vertébrale. Vous pouvez bouger les jambes, s'il vous plaît, là. Et l'autre. Ok, d'accord. Apparemment, la colonne vertébrale ne serait pas touchée. Mais pour sortir la victime de la voiture, il faut la désincarcérer. Une équipe spécialisée est en route. De son côté, la gendarme tente de comprendre comment la conductrice a perdu le contrôle de son véhicule. La seule fois que je suis arrivé... Le véhicule était déjà comme ça. Oui. C'est vous qui avez appelé les secours? Oui. Il était quelle heure? Il y a peu de temps. C'était un quart d'heure, 20 minutes. 16h? Oui. Très vite, les renforts arrivent sur place. La désincarcération va pouvoir commencer. Première étape, protéger la victime. Des éclats de verre pourraient lui blesser le visage. Attention, Vanessa. Les tenailles entrent en action. En quelques minutes, les deux portières tombent. Mais il y a un problème. Le véhicule est en position assez instable au niveau du dossier. La priorité, en fait, on va immobiliser le véhicule de façon à ce qu'on ait le moins de mouvement possible lorsqu'on prendra la victime au moment du dégagement. En clair, il faut s'assurer que la voiture ne bascule pas quand les pompiers sortiront la conductrice. C'est bon. Ça le fait? Une fois la voiture stabilisée, les pompiers peuvent enfin dégager la jeune femme. Elle va retrouver son bébé dans les bras d'un pompier en civil. Bon, elle va bien, vous avez vu, je vous avais pas menti. C'est bon. Mais ce qui l'inquiète, c'est qu'elle n'a aucun souvenir de l'accident. Ça vous a même pas réveillé, ouais? Ouais, bah écoutez, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais à mon avis, oui, soit vous avez fait un malaise, soit vous êtes endormi. Ou alors il y a eu autre chose. On va aller faire des examens médicaux pour voir ce qui s'est passé. Essayez de trouver ce qui s'est passé. C'est la loi. Jessica doit procéder à un contrôle d'alcoolémie. Très bien, impeccable. Le résultat est négatif. Vous êtes rassuré? J'aurais été en colère de lire un taux positif pour une jeune maman avec un bébé en bas âge. Je pense que ça m'aurait mis en colère. Donc oui, j'étais rassurée. Ce que je souhaiterais, c'est prévenir le papa ou quelqu'un qui puisse venir à votre chevet puis prendre en charge le bébé. Puis après, le bébé n'a rien. Non. Jessica peut maintenant rassurer le mari de la victime. Pas de panique. J'appelle depuis le téléphone de votre conjointe qui a eu un accident de la route. A priori, j'ai envie de dire pas très grave, elle va partir à l'hôpital pour vérification de contrôle. Le bébé va bien. Avant même de l'appeler, j'ai préparé mon appel. J'ai dit je me mets à sa place en tant que papa. La gendarmerie l'appelle pour annoncer un accident. Je pense que tout de suite on peut se fermer un film en tête. Mon Dieu, ma femme, mon enfant. Ce que je voulais éviter. Donc je me suis présentée, j'ai dit que c'est la gendarmerie. Votre femme a eu un accident, tout va bien. C'est ce que j'aimerais qu'il m'arrive si un jour on devait m'appeler pour ce genre de choses à titre personnel. Endormissement ou perte de contrôle, pas de réponse pour l'instant. Les secours partent pour l'hôpital, mais Jessica et ses collègues n'en ont pas terminé. Ils doivent sécuriser la route, le temps de dégager le véhicule accidenté. Retour à la brigade pour Jessica et ses collègues. Elle déteste les accidents
qui implique des enfants. J'arrive à prendre de la distance, bien sûr, oui, mais ça touche forcément un petit peu plus que quand je n'avais pas d'enfant. Elle ne le sait pas encore, mais dans quelques jours, elle sera confrontée à un accident encore plus spectaculaire qui va mettre ses nerfs à rude épreuve. Retour à la brigade. L'enquête continue sur le fuyard que Maxime a arrêté hier soir. En plus de son délit de fuite, l'homme est suspecté de trafic de stupéfiants. Et Maxime est bien décidé à en apporter la preuve. On décide de procéder donc à la perquisition du véhicule en sa présence afin de trouver autre substance stupéfiante ou autre objet qui peut nous intéresser pour l'enquête en cours. Une équipe spécialisée est venue prêter main forte aux gendarmes de la brigade. Et c'est Kiki, le chien stup, qui va se charger de la fouille. La voiture est reniflée de fond en comble. Mais après 15 minutes d'inspection, le chien n'a flairé aucune trace de stupéfiant. Bien bossé. Dernier espoir pour les gendarmes, retrouver ce que le fuyard a jeté par la portière au cours de sa fuite. Pour Kiki le Malinois, direction à un endroit clé de la course-poursuite. Souvenez-vous, un détail avait attiré l'attention de Maxime et ses collègues. C'est ce quelque chose que les enquêteurs aimeraient retrouver. Au volant, Jordan, qui conduisait la voiture de patrouille, reconnaît l'endroit où l'objet a été jeté. Ça va être en face vu qu'il a jeté par ici. Il a jeté par là. Alors Kiki aura-t-il plus de chance que dans l'inspection du véhicule du suspect? Cherche. Le chien stup, surentraîné, est capable de détecter la moindre trace de drogue à des dizaines de mètres. Et au bout de quelques secondes, il marque au pied de cette haie. Ok, c'est très bien, mon gros. C'est très très bien ça. Oui, bien. Super, mon petit gars. Comme les gendarmes le soupçonnaient, le fuyard se serait débarrassé d'un morceau de résine de cannabis. C'est difficile à estimer, mais je sais pas, 10-12 grammes, je pense. Avec ce nouvel élément, l'enquête prend de l'ampleur. Elle passe désormais entre les mains des hommes de la brigade de recherche. Des gendarmes en civil qui tiennent à rester anonymes. Retour à la gendarmerie. Les enquêteurs soupçonnent le conducteur d'avoir pris tous les risques pour échapper à Maxime et ses collègues afin de ne pas se faire pincer avec cette quantité importante de cannabis. Première étape, en vérifier la quantité exacte. Comme 3,50. Hop, voilà, tac, impeccable. Voilà. Mais c'est pas mal. Pour Maxime, un simple contrôle routier débouche sur une affaire de trafic de stupéfiants. Et la perquisition au domicile va encore livrer d'autres surprises. La loi nous interdit de filmer cette perquisition. 2 heures plus tard, les enquêteurs de la brigade de recherche sont de retour. Et la perquisition a porté ses fruits. Dans le domicile, on a trouvé donc, le téléphone portable, un téléphone portable, là, et dans les parties communes, dans une cave, dans les parties communes, donc on a retrouvé ces 2 plaquettes de chacune 100 grammes. Donc il y a 200 grammes de résine de cannabis. Ouais, ça fait une belle petite prise. Mais ces 200 grammes de cannabis n'ont pas été retrouvés dans l'appartement. Comme c'était découvert dans les parties communes, donc accessible à tout le monde, on n'est pas certain que ce soit effectivement à cette personne. Grâce à la science, on peut aujourd'hui comparer le cannabis saisi dans les parties communes avec celui retrouvé sur la route. Il y a vraiment différentes résines de cannabis et les laboratoires sont capables de dire si c'est exactement le même entre deux saisies, quoi. Dans quelques temps, les enquêteurs sauront exactement à quoi s'en tenir. Maxime, à l'origine de l'arrestation du suspect, a le sentiment du devoir accompli. On est fiers de ce qu'on a fait, quoi. Ça peut partir d'un simple contrôle routier.
tout de suite, on débouche sur un trafic de stupéfiants. Bon, après, c'est toujours en cours, certes, mais c'est une satisfaction, on est content. On se dit, on a fait notre travail. Ça fait, selon l'expression, mais ça fait un flux en moins. Prévenue par les gendarmes, la mère du suspect est venue plaider sa cause. Il a refusé d'obtempérer contre gendarmerie. Ouais, il s'est pas arrêté, c'est ça? C'est un délit de fuite, madame. Il s'est sauvé? Il y a eu un délit de fuite. Je vais juste vous dire une chose, c'est qu'il était contrôlé il conduisait avec sous stupéfiant. Il fume pas, mon fils. Il fume la cigarette en cachette de moi, mais le shit, il fume pas, je vous jure. C'est énervant de voir, franchement, qu'elle n'est pas de notre côté, quoi. Avant, à l'époque, personnellement, on faisait une connerie à l'école, on s'en prenait une, fallait pas qu'on la ramène à la maison, quoi. En tout cas, moi, j'ai été éduqué comme ça. Moi, j'ai été éduqué dans le respect des personnes et surtout dans le respect de la société, quoi. Aujourd'hui, personnellement, quand on voit que c'est les parents qui soutiennent leurs enfants qui ont fait une bêtise, ça, c'est le monde à l'envers, quoi. Pour le refus d'obtempérer et les infractions routières, le fuyard risque une annulation de son permis de conduire ainsi qu'une amende. Quant au trafic de stupéfiants, l'affaire est toujours en cours. Si le suspect est renvoyé devant un tribunal, il risque une peine de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Quant à Maxime, dans quelques jours, c'est une autre intervention encore plus riche en rebondissements qui va mobiliser tout son flair et sa ténacité. Arrête-toi! 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 Mais dans l'immédiat, c'est une affaire hors norme qui va donner des sueurs froides à tous les gendarmes de cette petite ville de Bourgogne, au riche patrimoine historique. Sa cathédrale Saint-Lazare, bâtie au Moyen-Âge, et ses vestiges antiques attirent chaque année des milliers de touristes. Beaucoup de visiteurs étrangers venus d'Allemagne et des Pays-Bas principalement, dont certains donnent bien du fil à retordre aux gendarmes en pleine saison touristique. Ce jour-là, c'est le genre de fait divers que redoutent tous les gendarmes, qui va mobiliser l'ensemble de la brigade avec à sa tête Aurélie. Cette jeune lieutenant de 30 ans, célibataire, commande une trentaine d'hommes et de femmes. Originaire de Paris, elle a découvert que ce coin de Bourgogne n'était pas forcément plus calme que la capitale. Et ça tombe bien, car ce qui lui plaît, ce sont les enquêtes difficiles. Moi, ce que j'aime, c'est l'adrénaline, un petit peu, en fait. C'est le stress positif. Ah, quand il y a un pic de stress, et puis d'un seul coup, le corps, il se met en effervescence, et puis il y a toutes les idées qui fusent. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quels moyens j'ai? Comment je les mets en œuvre? Comment je les articule? C'est ça qui me plaît, en fait, dans ce boulot-là. Et ce jour-là, elle va être servie, car elle vient de recevoir un coup de fil inquiétant. Branle-bas de combat, tous les effectifs présents sont mobilisés. Une touriste a mystérieusement disparu. Aurélie doit organiser les recherches au plus vite. Au niveau des équipes, donc l'adjudant, Nusachi, vous restez ici parce que vous avez votre garde à vue. Le planton reste ici. Manager-chef, vous êtes avec nous aujourd'hui? Super. Donc vous serez avec le vent pour les recherches sur roue. D'accord? Aurélie attribue à chaque gendarme une zone de recherche. Les 4 qui viennent là sur les recherches avec moi, il faudrait l'adjudant-chef Rave, l'adjudant-chef Thomas, Levent et l'adjudant Bernard. C'est une touriste allemande qui a disparu de son lieu de vacances. Un château situé à une quinzaine de kilomètres de la brigade. Pas plus d'informations pour l'instant. Alors, pour mieux orienter les recherches, Aurélie se rend au plus vite sur les lieux. Elle a été vue pour la dernière fois autour de 17h30. Ils ont commencé à s'inquiéter de son absence à 18h30 alors qu'elle était censée être rentrée pour le dîner. Et puis, depuis, plus de nouvelles. Dans moins de 2 heures, il fera nuit. Il faut la retrouver au plus vite. D'autant que la touriste est âgée de 77 ans. D'autres patrouilles sont déjà en route. Une personne âgée, ça se fatigue vite, quoi. 77 ans, même si elle fait un peu de marche régulièrement, avec la nuit, la fraîcheur qui va commencer à tomber. La chaleur de la journée, mine de rien, tout ça, ça peut être des facteurs de fatigue pour la personne. C'est pour ça qu'on essaye d'initier les recherches de jour au plus tôt.
Nous, ce qu'on craint, c'est que cette personne ait un accident pendant la nuit, tombe, décède pendant la nuit. En fait, on veut éviter que la disparition inquiétante se transforme en découverte de cadavre. L'endroit où la dame a disparu n'est plus qu'à quelques centaines de mètres. C'est dans cette bâtisse du 19e siècle, transformée en centre de vacances, que la vieille dame était censée rentrer il y a près de 2 heures maintenant. Aurélie est accueillie par une touriste allemande qui est la dernière personne à avoir vu la disparue. And did you try to look inside the castle? I didn't do anything. I Okay. did not do anything. She was sitting here. Here, and she was just painting here. Painting here, okay. Hello. So you know the woman that she's gone? Yes, she nous sommes qui la cherchent. D'accord. Ah d'accord, ok, c'est vous qui la connaissez. C'est vous qui avez contacté les gendarmes? Oui. D'accord. Et vous la cherchez, elle vous dormez où normalement? À quel endroit? Où celle-là? Là, ici dans le... Oui. Vous avez une tente, c'est ça ou Non, c'est une ferme. Les femmes lui montrent le trajet qu'aurait pu emprunter leur ami pour rentrer se coucher dans un gîte situé à quelques dizaines de mètres. Mais en chemin, Aurélie est appelée par un collègue. I'm just going to see the other gendarmes. Un témoin aurait aperçu la disparue. Il l'a vu il y a 2 demi-heures marcher dans cette direction. Dans cette direction-là? Sur ce chemin-là, là-bas. Sur ce chemin-là. Ouais, bon, on va voir. On est dans une zone qui va être compliquée pour les recherches parce qu'on est sur une zone fortement boisée. On a en plus un cours d'eau qui passe avec des pentes assez raides où elle aurait pu tomber, glisser en perdant l'équilibre par exemple, en se promenant et en perdant l'équilibre. Il faudrait qu'on fasse 2 équipes, que qu'il y en a un qui vienne avec moi et qu'on fasse l'itinéraire jusqu'au gîte. Parce que faut pas qu'on loupe ça, si ça se trouve elle a retrouvé son chemin. Tout à coup, un bruit attire leur attention. Vers la gauche là-bas, non? Non, bah écrit surtout. Il y a quelqu'un? Fausse alerte, les gendarmes tombent sur les amis de la victime partis à sa recherche. Il est 22 h, bientôt il fera nuit noire et les chances de la retrouver deviennent de plus en plus minces. Une vie est en danger, l'affaire devient une priorité absolue. Aurélie décide d'appeler des renforts. Quelques minutes plus tard, le peloton de sécurité et d'intervention, le PSIG, arrive au château. Aurélie met en place 2 nouvelles équipes de recherche. Il faudrait que vous fassiez le chemin entre ici et le gîte. Alors, en regardant un peu les chemins alentours, tout ce que vous pouvez croiser. Et puis moi, je vais prendre un groupe de personnes avec éventuellement du PSIG. You come with us? Donc là, c'est le gîte et nous, on va regarder donc sur les extérieurs. Les abords du château sont passés au peigne fin. Oh, ça m'étonnerait qu'elle soit venue par là. Elle a 77 ans, elle se déplace pas si facilement que ça. Hein. On va repartir sur la ferme qui est derrière et on va voir les chemins qu'il y a aux alentours. La vieille dame reste introuvable. Mais de retour au château, un témoignage redonne espoir à Aurélie. Des touristes auraient aperçu la disparue. Yeah, so we drove to the Roseret and then... So we're walking alone. Walking alone, Yes. so that's about 2 hours ago. Yes. On a des personnes qui l'ont vue il y a 2 heures environ sur la route entre ici et Lucenay-l'Évêque. Donc c'est un bourg pas très loin. Pas une minute à perdre. Aurélie prend la direction du village de Lucenay. Il est près de minuit et cela fait maintenant plus de 6 heures que la touriste a disparu. Pour augmenter les chances de la retrouver, la lieutenant a convoqué d'autres renforts sur place. Des maîtres chiens. Là, vous voyez, en fait, le chien il est tendu sur la corde en général. C'est comme ça qu'on voit qu'il prend une piste. Mais après... Mais l'espoir est de courte durée. Ça perd à la mairie, ouais. Il fait désormais nuit noire et toujours aucune trace de la vacancière disparue. Aurélie doit prendre une décision à contre-cœur.
Ce soir, on arrête, on reprendra demain à la première heure. Hein. Moi, je renverrai les équipes sur roue sur le secteur. Demain, le commandant, il veut qu'on fasse une demande d'hélico pour faire un survol de la zone, voir si elle n'est pas au milieu d'un champ, on sait jamais. Ouais. Quand on se dit qu'on quitte les lieux, c'est un peu une déception, c'est de se dire, je l'ai pas retrouvée. Et peut-être que cette dame, pendant la nuit, elle va mourir parce que je l'ai pas retrouvée ce soir. Après, on a mis en œuvre tous les moyens qu'on pouvait pour la retrouver, mais on l'a pas retrouvée. Donc forcément, quand on rentre chez soi le soir, ça travaille, parce qu'on se dit, je l'ai pas retrouvée. Le lendemain matin, il est 8 h et tous les gendarmes sont sur le pont pour reprendre les recherches. Donc ce matin, je vais mettre 2 équipes sur roue. Une équipe qui va aller au château pour refouiller le château avec le propriétaire du château. Et une équipe sur roue qui va faire les différents axes en notant au fur et à mesure les axes que vous faites. J'ai pas beaucoup dormi ce soir-là, mais ça m'a permis de me remettre les idées au clair. On le voit, le lendemain matin, j'avais mon ordre de bataille en tête et puis c'était parti, quoi. Mais alors que les gendarmes mettent en place le parcours de chaque équipe, Aurélie reçoit un appel inespéré. Monsieur le maire, bonjour. Son nom, et c'est quoi son nom? Gisèle. Ah, vous avez retrouvé la dame? Ah, voilà. Elle est où? Elle était où? Gros soulagement, mes premières questions qu'on pose, c'est comment va-t-elle? Voilà, parce qu'il l'a retrouvée, mais morte ou vivante? Ça, c'est la question qu'on se pose tout de suite. Donc, il me confirme qu'il l'a bien retrouvée vivante, et dans un état physique fortement affaibli par la nuit qu'elle vient de passer dehors, mais elle est vivante. Quel amour vous m'avez dit, pardon? Deb, comment vous écrivez ça? D-E-S-B-E, super, écoutez, moi je... Non, elle est consciente ou pas? Elle est consciente. Elle vous parle un peu? D'accord. Et vous appelez les pompiers, on va la faire examiner par les pompiers et nous on vous rejoint sur place, d'accord? Je vous rappelle pour les précisions sur l'endroit, mais un mot de Deb, d'accord? Beb. De Beb, ouais, d'accord. Super, écoutez, on vous rejoint. À tout de suite, monsieur le maire. Merci, au revoir. La vieille dame a été retrouvée à quelques kilomètres seulement de l'endroit où elle avait disparu. Le maire d'un village l'a découvert allongé sur un chemin communal alors qu'il partait travailler. C'est une dame très mal en point que découvre Aurélie. Bonjour madame. Bonjour, c'est la gendarmerie. Vous allez bien? Yes. Okay. We called for the emergencies. Okay, they are coming. Bon, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Elle a disparu hier soir. Elle s'est perdue. L'urgence pour les pompiers, faire un premier bilan de son état de santé. Ils constatent de nombreuses éraflures superficielles sur les jambes, sans doute après des heures d'errance dans les bois. Et elle se plaint de douleur. Les pompiers redoutent une fracture du col du fémur consécutive à une chute. Sans perdre une minute, elle est placée en sécurité dans une coquille. Aurélie prévient ses amis au château. Elle est affaiblie, hein. Non, elle est affaiblie quand même. Hein. Elle est consciente, elle parle, mais elle est affaiblie. Elle a passé la nuit dehors, voilà, donc là, elle est très fatiguée. Et ils vont faire des examens, il se peut qu'elle ait une fêlure au niveau du col du fémur, peut-être. Voilà, donc ils vont faire les examens nécessaires aujourd'hui. Dans sa mésaventure, la touriste s'en sort plutôt bien. L'avantage, c'est qu'il a fait très très chaud hier, donc il n'a pas fait trop froid cette nuit, un peu humide mais pas trop froid. Je pense qu'elle n'a pas dû s'arrêter de marcher. Direction l'hôpital d'Autun. Les gendarmes accompagnent les pompiers pour interroger la vieille dame. Que lui est-il arrivé? Grâce à un médecin qui parle allemand, ils apprendront qu'elle a eu une absence. Hallo. Haben Sie Schmerzen? Complètement perdue et désorientée, elle n'a pas pu appeler ses amis à l'aide, car elle ne possède pas de téléphone portable. Elle se souvient pas vraiment pourquoi elle est là. Elle sait qu'elle est en France, elle sait qu'elle est déjà venue ici l'année dernière dans ce même gîte pour
avec des amis, mais que c'est pas... Là, pour la situation actuelle, elle sait pas trop comment elle s'en est. À l'hôpital, les médecins décèleront une fracture du fémur. Les vacances en Bourgogne sont maintenant terminées. Elle a rejoint sa famille quelques jours plus tard en Allemagne. Mais toutes les alertes ne se terminent pas aussi bien. Quelques jours plus tard, c'est Jérôme, adjudant de 42 ans, qui va en faire la triste expérience. Marié, père de 3 enfants, il est l'un des gradés les plus expérimentés de la brigade. Ce matin, il part sillonner les routes boisées et sinueuses de la région pour tenter de retrouver un prévenu qui ne s'est pas présenté à son procès. Il est parti de chez lui à 7h. À 8h, son avocat il devait le rencontrer avant l'audience. Il ne l'a pas vu. Il a réussi à le joindre. Il lui a dit qu'il avait crevé sur le trajet, qu'il allait arriver. Mais bon, ils n'ont toujours pas de ses nouvelles. Et il pense qu'il aurait peut-être pu faire une bêtise. L'homme qui doit être jugé est soupçonné d'actes de pédophilie. Jérôme et son équipe ne sont pas les seuls gendarmes sur ses traces. T'as des nouvelles des autres unités, là, ou pas? Le fugitif se trouverait quelque part entre Autun et Chalon-sur-Saône. Une zone immense à ratisser. Les possibilités, au bas mot, il y en a une bonne centaine, quoi. On verra. On a tourné à droite, ça se trouve, faut aller à la gauche, il est... Alors, pour gagner du temps, les spécialistes du COJ, le centre opérationnel de la gendarmerie, ont lancé une procédure de géolocalisation du téléphone portable. Ils ont lancé la géoloc avec le COJ, en fait, donc quand ils ont des nouvelles, ils nous tiennent au courant. Et quelques minutes plus tard, la réponse tombe. Ah, voilà. Relais d'Antuy. Voilà. Sur un rayon de... Hop, il a même pas de plus de précision. Ah. Une approximation qui a le don d'énerver l'adjudant. Vous pourrez pas nous dire au PK temps sur tel axe, paf. Ouais, non, ce serait trop facile. Voilà la précision et la géologue. En fait, c'est une localisation géographique, sauf que c'est pas précis au mètre. Et là, en l'occurrence, on nous parle du plateau d'Antuy. Il y a un axe qui traverse le plateau et il n'y a que des hectares de forêt tout autour. Donc c'est une zone de recherche très vaste. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est agaçant, surtout quand on est dans l'urgence. Après 1 heure de recherche, enfin une info précise. Hein? Non. Ah putain. Non, je suis pas passé encore par là. Bon ben j'arrive, à tout de suite. Je suis là. Ah ouais, d'accord, je suis dans 20 secondes, je suis là. Jérôme n'était pas très loin. Mais l'individu a été retrouvé par une autre patrouille. Bah on arrivait, tu vois. La voiture du fugitif est garée dans cette clairière. L'homme est inconscient au volant. J'ai vérifié le pouls, il n'y a plus rien. D'accord. Hein. Il y a sa convocation à côté, mais il n'y a pas... Il n'a pas de traces particulières. Il n'y a pas d'armes. Ouais. Ah si, il y a une arme à côté. Hein. Il y a une arme, on voit en dessous, là. Suicide ou meurtre, c'est encore une énigme pour Jérôme. J'arrive pas à voir un impact ou quoi que ce soit, et je vois pas de sang. En temps normal, quand il y a une arme à feu, en principe, c'est visible, parce que les personnes, quand elles tirent dans la tête, parce que voilà, elles veulent mourir rapidement, ou alors c'est au niveau du torse, mais on voit quelque chose. Donc là, on se dit, il y a quand même un truc qui va pas. L'homme s'est-il tué, ou quelqu'un d'autre l'a-t-il assassiné et laissé l'arme sur place? Tu mitrailles de photo, par contre, tout l'extérieur, tout l'intérieur et tout, t'essaies de prendre sur la main, etc. Pour Jérôme, pas question de laisser échapper le moindre indice. En poursuivant la fouille, les gendarmes découvrent 2 documents. 2 lettres rédigées de la main du pédophile présumé qui vont apporter des éléments de réponse. La première contient des instructions pour ses obsèques. Dans la seconde, il explique son geste. La piste du suicide se précise. Il supportait plus en fait la situation qu'il avait et la perspective peut-être d'une condamnation judiciaire a peut-être précipité un peu les choses, quoi. Il demande pardon aux personnes qui sont concernées par la procédure après. Mais un mystère demeure. Comment le suspect a-t-il mis fin à ses jours? Ouais, ok, ouais.
Il n'y a pas de blessure par arme à feu. Maintenant, est-ce qu'il a pris des médicaments, quelque chose? Est-ce que c'est le cœur qui a tout simplement lâché? On va vérifier si l'arme a été utilisée. Déjà, tu la prends, tu fais gaffe. Si elle est armée ou quoi, puis on la reposera comme elle était. Viens voir, faire une photo, Laura. Elle est où, elle, toi? Viens voir, s'il te plaît. Tu fais une photo de l'arme, là, telle qu'il la tient. C'était... Ouais. Non, on voit rien du tout. Non, fais gaffe, elle est peut-être armée. Ne dirige pas vers elle. Tu l'ouvres. Tu l'ouvres. Tu éjectes pas la cartouche. Simplement, tu l'ouvres. Tu tires tout doucement. Voilà. Fais une photo, elle est percutée. Jean, il y a une cartouche percutée, par contre, dans la chambre. Hein, donc... L'homme a bien tiré, mais où? On trouve une arme à feu, il est décédé, mais on ne trouve pas d'impact. Donc on a le droit de se poser des questions par rapport à l'origine de sa mort. Redresse-moi un peu sa tête, on voit sur le côté. Non, il n'y a rien. Ouais, dans le ventre et tout, je vois rien. Jérôme finit enfin par trouver. Ah ouais, je vois. Un petit trou dans la veste. La balle serait allée se loger directement dans le cœur. Tu vois cet endroit-là, là. Essaie de faire une photo approchée. Soudain, une femme se présente. La dame a appris la nouvelle par l'avocat de son mari et des amis l'ont amenée sur place. On va à la voiture, Un moment toujours difficile pour les gendarmes qui doivent faire preuve de délicatesse et savoir trouver les mots justes. Avec des amis, donc je lui ai dit de rester toute la journée avec elle. En mettant fin à ses jours, l'homme a finalement échappé à un procès. Après, moi, je pense aux victimes, en fait. Parce que les victimes, ce qu'elles attendaient, c'était un procès avec peut-être une reconnaissance des faits. Elles auraient voulu avoir quelque chose, peut-être commencer à se reconstruire, etc. Et lui, du coup, il n'a pas voulu faire front à ça. Il s'est soustrait, alors, non seulement à la justice, oui, mais aussi aux victimes et au jugement des autres, quoi, finalement. L'an dernier, près de 130 personnes se sont suicidées dans le département, une tous les 3 jours. La découverte d'hommes et de femmes qui se donnent la mort, c'est le triste quotidien de Jérôme et de ses collègues gendarmes. Et ils sont souvent les premiers sur les lieux. Des affaires souvent traumatisantes. Une fois qu'on a fini le travail, on pose la tenue et puis après, il faut essayer de faire la part des choses, quoi, entre le travail et la famille. Moi, personnellement, je parle quasiment jamais de mon travail à la maison. Voilà, comme ça, moi, ça préserve au moins ma famille, quoi. Dans le quotidien à 100 à l'heure de Jérôme, il y a les suicides, mais aussi les accidents de la route. Car la ville, nichée au cœur de la Bourgogne, est cernée par des centaines d'hectares de bois et de vallons, traversée par de petites routes dangereuses. L'an dernier, près de 500 accidents ont été recensés dans le département et 48 personnes ont perdu la vie. Alors qu'il vient de repartir en patrouille, Jérôme reçoit justement l'un de ces appels radio qu'il redoute. Patrouille Autun sur écoute. Oui, on vient d'avoir une fiche pompier pour un accident de circulation entre deux véhicules. Normalement 3 impliqués. C'est sur la route de Château-Chinon, la 978, direction de Château-Chinon. Ok, c'est bien pris, on y va. Et la commune. L'accident vient à peine de se produire et la circulation est bloquée. Un camping-car est rangé sur le bas-côté, en partie détruit. Mais c'est surtout l'état de l'autre véhicule qui impressionne Jérôme. Le plus inquiétant, c'est le véhicule qui est dans le fossé, écrasé contre un arbre. Là, on se dit là, il va y avoir des victimes physiques. Voilà. On s'attend à ce qu'il y ait quelqu'un qui soit coincé dans la voiture, grièvement blessé, voire pire, quoi. Là. En effet, la scène est impressionnante. Un moteur posé 10 mètres plus loin, au beau milieu de la route. Un véhicule entièrement détruit. En arrivant sur les lieux, Jérôme ne se doute pas une seconde que cet accident lui réserve bien des surprises.